Chers experts, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comment on se porte? Est-ce que vous me recevez? Oui. D'accord. Alors, on ne va pas trop traîner, nous allons aller dans le vif du sujet, mais d'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me donne un peu son impression, ses impressions par rapport à ce thème que nous allons débattre, qui est redéfinir le travail. Donc, redéfinir la relation de travail, un regard critique sur les nouveaux défis des relations au travail. Oui, Monsieur Thierry, quelle est votre impression, mais votre avis sur ce thème? Alors, sur ce thème, j'aime bien regarder une étude qui est faite chaque année par Gallup sur l'état du travail dans le monde du travail. Justement, c'est une étude mondiale et qui notamment s'intéresse à la question de l'engagement au travail. Et ce que l'on constate, c'est un très très faible engagement en fait. Voilà, on parle de la relation au travail et donc moi la, la, le- la facette que je mettrai en avant et qui me semble importante, c'est de constater que l'engagement des collaborateurs, l'engagement des employés, des salariés, des travailleurs est très 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 faible au travail. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de satisfaction, d'intérêt, de passion, d'envie dans leur propre travail. Là, le taux d'engagement mondial est de l'ordre de 16%. C'est-à-dire que 16% des travailleurs se disent engagés dans leur travail. En France, vous voyez, c'est 6%. 6% des Français qui travaillent disent se sentir engagés au travail, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport au travail épanouissant, ils ont un rapport de travail satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils trouvent un sens, un motif de motivation, de bien-être, d'accomplissement, alors que la plupart des travailleurs ne se sentent pas engagés au travail. Autrement dit, ils prennent leur travail principalement comme une source de revenus. Ils en ont besoin évidemment pour faire vivre leur famille, pour vivre eux-mêmes, mais le travail en eux-mêmes n'est pas une source d'accomplissement, une source de satisfaction, une source réellement de sens qui peut se donner à leur vie. Et je crois que là, il y a un gros travail pour toutes les organisations, toutes les entreprises, pour essayer d'insuffler ça dans auprès de leurs employés, c'est qu'ils y trouvent une source aussi d'épanouissement, pas seulement une source de revenus, que ce ne soit pas uniquement un contrat de mercenaire entre voilà un travailleur qui donne sa force de travail et une entreprise qui l'utilise et en contrepartie donne un revenu. Il faudrait aussi que ce travail puisse leur apporter une satisfaction personnelle, un sentiment d'utilité sociale, un sentiment d'épanouissement personnel dans un métier. Là, je commence déjà un peu à lancer un certain nombre de pistes, mais je crois que la question de l'engagement est très importante parce qu'elle va aussi induire des effets sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. C'est-à-dire qu'évidemment, si notre travail n'est pas épanouissant et qu'on n'y est pas engagé, on va être en souffrance morale. Et donc, voilà, enfin, je veux pas prendre trop Et de temps, mais voilà ma nous première. allons y venir, Voilà. exactement. Nous allons y venir, nous allons entrer plus en profondeur, mais je retiens déjà que l'engagement n'y est pas, l'engagement des collaborateurs, des acteurs salariés n'y est pas. Vous avez donné une statistique très intéressante tout à l'heure, 16% du taux d'engagement mondial. Oui. C'est vraiment infime comme statistique. Mais nous allons revenir. Le docteur Ouattara, s'il est avec nous. Bonsoir, docteur Ouattara. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Oui, ça va. Bon, super. Alors, Bonsoir, M. Apedo. bonsoir. Alors, dites-nous, donnez-nous plus ou moins votre avis sur ce thème que nous allons vraiment débattre tout à l'heure. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous définissez en quelque sorte la relation travail aujourd'hui, surtout que nous sommes dans un monde en constante évolution? Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui la relation du travail? D'accord, merci beaucoup, M. Apedo. Merci à Thierry que j'ai pris plaisir à écouter. Et puis, je salue au passage Epiphania et puis tous les autres qui ont les micros coupés. Donc, recevez mes salutations depuis la Côte d'Ivoire, d'accord, donc depuis Abidjan. Et c'est vraiment un plaisir de se retrouver et puis d'échanger surtout sur ces sujets-là. Alors,
c'est un sujet très intéressant, un thème très intéressant. Ce matin, je changeais avec mon DG et je lui disais que, mais est-ce que tu te rends compte que dans 5 ans, c'est-à-dire en 2030, on aura affaire à des collaborateurs qui sont nés en 2010, qui auront 20 ans et qui seront nos collaborateurs. Et qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des jeunes collaborateurs qu'on a qui sortent de l'école sont des enfants qui sont nés en 2004, qui ont 20 ans, qui eux sont nés déjà avec le premier réseau social qui est le plus répandu aujourd'hui, qui est Facebook. Donc, qui eux sont nés, je vais dire, déjà à l'aide de ce réseau social-là. Et puis, dans 5 ans, 10 ans, on aura certains qui seront nés à l'ère de TikTok, ou l'andralogie même, qui est le concept de pouvoir accompagner les plus jeunes quand on les reçoit en entreprise en tant que maître de stage et eux en tant que stagiaires, où on devait avoir cette qualité de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, la plupart des managers n'arrivent plus véritablement à le faire parce que quand ils ont un bout de temps qu'ils veulent prendre un peu de pause, ils sont plus concentrés à manipuler leur téléphone, à aller sur les réseaux sociaux que de pouvoir consacrer du temps à ces jeunes-là, à les accompagner en termes de conseils et autres. Et donc, imaginez qu'on ait des collaborateurs comme ça, où on n'a pas eu, où leurs managers n'ont pas eu le temps de les accompagner, de leur inculquer des valeurs. On voit un peu des valeurs en griffe, hein, je vais dire qu'on estime qui doivent être les valeurs les plus concrètes qu'il faut avoir dans un environnement professionnel. Et puis, au bout d'un moment, ces jeunes-là ont 4 ans, 5 ans d'expérience et puis ils sont nommés peut-être à des postes de manager et autres. Vous voyez, quand ils se retrouvent à ces niveaux de responsabilité, parce que peut-être ils ont 4 ans ou 5 ans d'ancienneté, alors qu'il y a des valeurs qu'on n'a pas pu leur inculquer, de par notre faute, parce qu'on était pris à autre chose et qu'on a une approche, vous voyez un peu, de travail encore qui soit beaucoup copié à l'ancienne avec ces jeunes-là, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher parce que on leur a pas donné la bonne approche et on veut attendre cette approche-là vous voyez. Et donc, effectivement, le sujet est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à prendre en compte aujourd'hui par rapport au contexte que j'ai essayé de décrire. Et je pense qu'à travers, effectivement, ce sommet-là, on va pouvoir revenir sur un certain nombre de points, quoi. Et ça sera vraiment avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Ouattara. Et je retiens un truc, c'est la transmission à la prochaine génération. La transmission. On est tellement pris avec les réseaux sociaux qu'on a du mal aujourd'hui à véritablement transmettre aux plus jeunes qui deviendront plus tard des managers. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Ouattara. Madame Gisèle, bonsoir. Est-ce que Madame Gisèle... Bonsoir, Monsieur Appedo. Bonsoir. Je suis en train de gérer 2 ou 3 petites choses en attendant les 5 minutes qui nous restent. D'accord, ça se comprend. Alors, oui. dites-nous, à votre niveau, ce thème, relation de travail, on nous demande de redéfinir la relation de travail, surtout à cette ère modèle où nous sommes, qui est beaucoup concentré sur le digital, sur le télétravail. Comment est-ce que vous percevez cela? Je suis occupée d'abord. Non, après. S'il vous plaît. Désolée, il faut que je m'enferme. Donnez-moi 1 minute. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à la journée inaugurale de la 2e édition du sommet virtuel sur la qualité de vie et des conditions de travail. Et nous sommes au 2e panel qui a pour thème redéfinir la relation, un regard critique sur les nouveaux défis des relations au travail. Nous sommes avec 3 experts et Madame Gisèle est actuellement celle qui a la parole. Monsieur Appedo, juste un petit rappel de la question que je... Alors, je disais de nous donner plus ou moins votre avis sur ce thème-là qui nous réunit ce soir, redéfinir le travail, sinon redéfinir la relation au travail, un regard critique sur les nouveaux défis des relations au travail. Quand on sait que nous sommes à l'ère du digital et qu'aujourd'hui beaucoup de personnes privilégient non seulement le télétravail et que la relation au sein
des entreprises est parfois assez compliqué entre employés et employés, et même entre collaborateurs. Quel est votre avis sur ce sujet? Merci beaucoup, Aimé. Je peux vous appeler Aimé? Oui, pas de souci. Nous sommes dans un milieu anglo-saxon, donc nous avons l'habitude de nous appeler par les prénoms. Donc, je m'appelle Gisèle. Tout le monde peut m'appeler Gisèle. Pas de problème. C'est un thème très, très intéressant. Dès que je l'ai vu, il m'a tout de suite plu parce que cette année, et depuis 2 ans, hein, j'ai plutôt beaucoup de challenges sur les notions de well-being. C'est comme ça que nous, on l'appelle dans notre groupe. Well-being, c'est le bien-être au travail. C'est aussi tout ce qui est lié à la qualité de vie dans les conditions de travail et tout ça. Et nous avons donc beaucoup de KPI qu'on nous met en tant que gestionnaire des ressources humaines, tous ces groupes-là, pour que nous puissions quitter la notion classique et traditionnelle de gestionnaire de ressources humaines, qui ne consiste plus à recruter, à faire quelques 2 ou 3 formations dans l'année, à suivre un plan de carrière tout tracé et à mettre à la retraite. Nous avons quitté ce domaine classique-là. Aujourd'hui, avec le développement dont vous parlez, avec la digitalisation, avec la mondialisation des pratiques, nous sommes à une ère où nous devons tenir compte de certaines dimensions. Alors, il y a les dimensions de conditions de travail qui vont donc inclure les questions d'induction des employés. Quand ils arrivent dans une société, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'employé connaisse les objectifs, la culture d'entreprise de cette société, qui sont très importants pour aller au-delà du technique. L'employé est arrivé, mais il faut qu'il soit impliqué d'une certaine manière dans le cheminement de la société pour pouvoir donner, au-delà des aspects techniques, donner de soi-même et donner de sa personne, de son intelligence à cette société. Nous avons aussi tout ce qui est dimension santé aujourd'hui. Je sais que tous ceux qui sont là savent qu'aujourd'hui, nous parlons de télétravail, nous parlons de travail, travail de moitié à domicile, moitié au boulot. Et exactement. Tout ça, il faut voir en quoi ça impacte la santé de nos travailleurs. Est-ce que nous ne sommes pas parfois dans l'abus? Est-ce que nous ne quittons pas le cadre des 40 heures de travail quand nous sommes en train d'essayer de nous adapter à ces nouvelles façons de travailler? Il y a aussi l'environnement de travail. Quand je parle d'environnement de travail, c'est l'espace que nous dédions au travail, mais c'est aussi les équipements que nous mettons à la disposition de nos employés. Est-ce qu'ils répondent à ce que nous souhaitons en termes de bien-être, à ce que nous fixons comme objectif de bien-être pour nos employés? Est-ce que nous utilisons juste des exemples pour ne pas être trop... pour être précise dans ce que je vais dire, est-ce que nous utilisons tout ce qui est ergonomique? Est-ce que la lumière convient? Est-ce que les gens ont des espaces de détente? Est-ce que les gens ont des salles pour manger? Est-ce que tout cela, ce sont des choses qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des employés? Il y a aussi les questions avec cette histoire de digitalisation, de travail, de téléworking. Il y a aussi les questions d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Si on y prend garde, si on ne fait pas attention, on tombe rapidement dans le truc où la personne travaille beaucoup plus qu'elle ne devrait et donc profite moins de sa vie sociale, de sa famille, etc. Donc aujourd'hui, c'est un point important et crucial sur lequel nous devons nous arrêter très souvent. Est-ce que nous avons donné une place de choix aux conditions de vie, à la qualité des conditions de vie dans nos espaces? Est-ce que nous n'allons pas au-delà de ce que l'employé peut nous donner et au détriment de sa vie et de sa qualité de vie sociale? Voilà, c'est ce que je peux dire sur le thème. Merci beaucoup Gisèle. Vous avez touché du doigt plusieurs points essentiels: environnement de travail, digitalisation, travail hybride, les outils et l'espace de travail
que l'on donne, sinon que l'on propose aux employés, aux nouveaux venus, le partage de la vision, l'implication de l'employé ou du collaborateur sont plusieurs éléments qui entrent dans le cadre de la relation du travail. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Thierry. Est-ce que, selon vous, l'adoption du travail à distance aujourd'hui a fondamentalement redéfini la relation au travail? Non, elle l'a appauvri. Vous m'entendez? Ok. Oui. Alors déjà, il faut constater que beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, en tout cas pour ce qui concerne les marchés que je connais, c'est-à-dire France, États-Unis, on est en train de revenir sur le télétravail, hein. Il y a beaucoup d'insatisfaction. On commence plutôt en France, en tout cas, à faire revenir les gens au bureau parce qu'on se rend compte des limites du télétravail. Le télétravail a eu pour conséquence principale d'appauvrir les relations au travail. J'ai apprécié ce qu'a dit Madame Diarra sur l'environnement au travail. Effectivement, c'est un vecteur très important, soit de bien-être, soit de souffrance, si effectivement les conditions qui sont offertes aux travailleurs ne sont pas satisfaisantes. Mais il y a au moins deux autres vecteurs. Enfin, il y en a trois pour moi, mais disons qu'il y a quatre grands vecteurs de bien-être ou de souffrance. Il y a évidemment l'environnement de travail, mais il y a le contenu du travail. Déjà, les tâches intrinsèques qui sont confiées aux collaborateurs, ce qu'on leur demande de faire au quotidien. Donc, le contenu du travail, c'est déjà soit une source de bien-être, soit une source de souffrance, parce que ce que je fais est répétitif, monotone, j'apprends rien, c'est fastidieux à faire, ça peut être éprouvant, fatigant, épuisant. Bref, il y a déjà les tâches qui sont confiées, qui sont déjà une source soit de bien-être, parce que ce que je fais, je l'aime, soit je n'aime pas. Il y a ensuite évidemment l'environnement de travail, comme vous l'avez très bien dit, Madame Diarra, toutes les conditions qu'on peut offrir autour, les conditions ergonomiques, les conditions donc d'hygiène, des beaux bureaux, de bonnes installations. Ça, c'est effectivement un vecteur aussi important. Mais il y en a un troisième et qui est au vu d'un certain nombre d'études et aussi de mon expérience, plus important encore, c'est les relations au travail, c'est-à-dire la qualité des relations que j'entretiens avec mes collègues et surtout avec mes managers. D'ailleurs, vous avez mentionné tout à l'heure la vision, ce qui renvoie effectivement à une dimension managériale, c'est comment tisser des liens harmonieux au travail, qui sont des sources de motivation, de bien-être au travail, parce que si je vais travailler tous les jours avec des gens que j'apprécie, et si en plus j'apprécie mes chefs, si j'apprécie mon manager, et si j'apprécie la vision et le projet qu'a mon entreprise ou mon organisation, là, ça va me donner un regain de fierté, un regain d'intérêt, un regain de motivation. Et donc, les relations au travail sont aussi très, très importantes et je dirais même sont certainement le vecteur le plus important parce que nous sommes des êtres d'émotions, de sentiments, d'affect. Et si nous évoluons dans un environnement relationnel toxique, parce que nous ne nous entendons pas avec nos collègues ou pire, nous ne nous entendons pas avec notre manager, alors là, nous sommes véritablement en source en souffrance. Il y a évidemment le quatrième vecteur qui serait la rémunération au travail, parce qu'on a aussi besoin de sentir qu'on est payé à une juste valeur, c'est-à-dire que le revenu qu'on nous donne correspond à notre travail, à nos investissements, à nos efforts, à nos qualifications, à notre expérience. Et que l'on a aussi des perspectives d'avenir, de promotion et d'augmentation. Donc il y a évidemment la rémunération, il y a l'environnement, mais il y a aussi les relations et le contenu du travail. Et dans les relations au travail, il faut pouvoir proposer des tâches qui sont épanouissantes, ou alors il faut pouvoir varier les tâches, il faut pouvoir leur donner une possibilité d'être plus créatifs, de pouvoir leur donner plus d'initiatives, de pouvoir leur déléguer des choses pour qu'ils aient l'impression de pouvoir être plus en responsabilité. Et il faut pouvoir aussi, et ça c'est une grande responsabilité du management, offrir un modus vivendi, c'est-à-dire une qualité relationnelle, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, une bonne cohésion d'équipe et surtout aussi une relation, je dirais, harmonieuse avec son manager. Et donc le manager a un rôle énorme à jouer dans la motivation et dans le bien-être de ses collaborateurs et donc dans leur rapport au travail parce que on ne travaille jamais mieux que quand on admire, on a de la gratitude pour ses managers, on a envie de se donner à fond, on a envie de donner le meilleur de soi quand on a des chefs que l'on apprécie. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter en complément de ce qui a déjà été dit. Alors, merci, c'est très intéressant. Vous avez évoqué la rémunération, les conditions et le contenu.
Alors, je vais me tourner vers le docteur Ouattara. Prenons une entreprise qui n'a pas peut-être les moyens nécessaires pour réunir ces trois conditions-là: rémunération, conditions de travail et contenu. Sur quels critères cet employeur doit axer plus sa position pour mettre à l'aise ses collaborateurs ou ses employés? Le docteur Ouattara est avec nous? Ah, mon micro était fermé. Merci beaucoup, Monsieur Aimé. Comme vous l'avez dit, alors, mon prédécesseur a évoqué, sinon a listé les éléments les plus faciles, effectivement, pour pouvoir créer ce cadre-là. Mais en dehors, quand même, en dehors de ces éléments listés, effectivement, il peut y avoir d'autres éléments sur lesquels on peut jouer dans certains contextes, parce que le management on peut dire que le management a évolué par rapport au contexte de ces 10 dernières années. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, en fait, le management même évolue en fonction de l'évolution des organisations. Vous voyez, vous allez vous retrouver aujourd'hui avec une entreprise qui a plus de 150 ans d'existence, qui aujourd'hui va se retrouver à investir sur des sujets liés au bien-être des collaborateurs au travail. Et puis en face de lui, vous allez avoir M. Apedo qui vient de créer son business, qui lui est encore dans une phase où il est même en train de chercher à quitter la phase d'investissement vers une nouvelle phase de rentabilité. Vous voyez que les deux parties n'auront pas les mêmes challenges, alors qu'on reste toujours dans le même contexte d'entreprise. Vous voyez, et dans ce contexte-là, si M. Apedo veut tenter d'aller faire comme Mme Diarra, qui elle est dans une entreprise qui a plus de 50 ans d'existence, d'accord, s'il veut faire du copier-coller du type de management qui existe chez Mme Diarra, mais c'est sûr qu'il va même pas s'en sortir. Donc, on va dire, par rapport déjà à ce décor-là, les contextes sont très différents, et du moment où les contextes sont différents, on doit pouvoir adapter nos styles de management, mais dans l'unique objectif, je vais dire, de permettre à l'entreprise de se faire de l'argent, donc de pouvoir atteindre ses objectifs. Et puis, au sein de cette entreprise, à permettre aux collaborateurs, effectivement, de pouvoir trouver du sens à leur travail, de pouvoir avoir l'envie de venir chez eux. Et comme eux, dans leur cas, ils n'ont pas suffisamment de moyens, pour revenir maintenant à la question, les quelques éléments sur lesquels ils peuvent mettre l'accent, ça sera déjà au niveau du recrutement. Je mets en place des valeurs, d'accord? Je construis des valeurs que je veux pour mon organisation. Et donc, quand je construis des valeurs que je veux mettre en place, que je veux pour mon organisation, ces valeurs-là vont me permettre au moment du recrutement de pouvoir recruter des personnes qui pourront effectivement aller dans ce sens-là. Vous voyez? Ça sera la première des choses. Donc, le recrutement combiné aux valeurs que je vais véhiculer, parce que je connais mon niveau d'engagement, je sais les moyens que j'ai, je sais qu'il y a des leviers qui sont beaucoup plus intéressants sur lesquels je ne peux pas jouer, notamment la rémunération et puis un certain nombre de conditions. Je sais que je suis encore à un niveau où je dois pouvoir me débrouiller. Donc, je vais travailler sur ces valeurs-là et je vais utiliser ces valeurs-là pour faire du recrutement. De telle sorte que les personnes qui rentrent dans ces valeurs-là, selon les valeurs que j'aurais définies, peuvent être dans un premier temps des personnes que si je prends, on pourra continuer dans la co-construction de construire un environnement de travail dans lequel chacun va se sentir à l'aise. Donc, ça sera la première des choses, travailler sur des valeurs. La deuxième des choses également, sur lesquelles je vais mettre l'accent, ça sera également la bonne communication. Vous voyez, donc on va se retrouver véritablement avec une communication à 360 degrés pour faire de telle sorte que les gens soient au même niveau d'information sur les sujets qui les concernent, d'accord, qu'ils soient au même niveau d'information sur l'évolution du business, sur l'évolution du management, sur tous les facteurs qui peuvent être des facteurs bloquants qui me permettent et qui m'empêchent, moi, d'utiliser la rémunération comme levier
pouvoir les satisfaire, mais je vais dire sur tous ces aspects, communiquer régulièrement. Et cette communication à 360 degrés là peut effectivement combiner aux valeurs qu'on prône, où on associe les différents acteurs, effectivement, peuvent également aider. Après, quand on est dans une logique de bon environnement de travail, il n'y a pas que l'employeur. Donc, il y a également les employés qui, eux également, doivent pouvoir être dans cette même dynamique de co-construction d'un environnement de travail sain. Donc, d'un environnement de travail sain. Donc, en ce moment également, il faut pouvoir former tous ces acteurs-là pour leur dire, OK, aujourd'hui, en fait, notre vision, c'est de faire en sorte que notre environnement, quels que soient les moyens qu'on a, quel que soit le niveau qu'on a, on ait un environnement de travail sain. Et pour avoir un environnement de travail sain, voici des valeurs que vous devez avoir, voici des qualités que vous devez avoir, voici. Et cette communication doit pouvoir passer. Et les gens doivent pouvoir intégrer ça. Et une fois qu'ils intègrent ça, en ce moment, on sera dans une dynamique de co-construction d'un environnement de travail dans lequel chacun se sent à l'aise et dans lequel chacun a l'envie d'apporter quelque chose. Donc, les deux choses que j'ajouterais à la suite effectivement de Thierry, ça sera les valeurs et puis une communication à 360 degrés sur les aspects les plus importants qui intéressent la vie qui intéressent les collaborateurs et qui peuvent être un facteur. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Ouattara, pour ces compléments de réponse. Vous suggérez beaucoup le partage des valeurs de l'entreprise avec les employés ou les collaborateurs et également beaucoup communiquer avec eux. Voilà, la communication pour partager avec eux ce que vous voulez et comment est-ce que vous aimeriez qu'ils contribuent à ce que l'entreprise ait de bonnes valeurs et qu'ils soient dans un environnement sain pour atteindre justement ces objectifs-là et cette vision à long terme que vous voulez. Merci au cabinet Régine Pro Consulting pour ce deuxième sommet, sinon cette deuxième édition du sommet. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes à la première journée de cette deuxième édition et nous débattons du thème redéfinir la relation au travail, un regard critique sur les nouveaux défis des relations au travail. Nous sommes avec le Dr. Ouattara, M. Thierry Paulmier et Madame Diarra Gisela. Alors, avant de prendre les questions de nos participants, il y a le Dr. Ouattara qui intervenait avant la pause, qui a fait un apport par rapport aux éléments touchés du doigt par M. Paulmier en ce qui concerne la relation du travail pour permettre aux employés d'être dans de bonnes conditions. M. Paulmier citait le contenu du travail, les conditions et la rémunération. Et en apport, sinon on ajoute... Et les relations, monsieur. Et les relations. Donc, les relations du travail. Les relations avec les collègues et avec le management. Exactement. Et la rémunération et le contenu. C'était les 3 points. Donc, il y a le Dr. Ouattara qui a parlé du partage des valeurs et la bonne communication pour ensemble co-construire l'entreprise et atteindre les objectifs. Je ne sais pas si Gisèle avec nous, vous voulez rebondir sur ces éléments. Quel est selon vous que l'on peut encore ajouter à ces 5 éléments-là pour permettre vraiment aux employés de vivre heureux au sein de l'entreprise, de travailler, à atteindre les objectifs de l'entreprise? En plus de ces éléments, je voudrais ajouter la possibilité qui peut être donnée aux employés de s'exprimer à travers des entités que nous pouvons créer dans les structures. Et c'est le cas avec la société pour laquelle je travaille, où nous avons des sortes mais en fait, ça rejoindra l'idée de Dr. Zié qui parlait de communication, de transparence dans la communication. Nous avons des sortes de boîtes à idées, mais électroniques, où les employés peuvent s'exprimer sur des points qui concernent, ça peut être sur la marche de la société ou sur des avantages qu'on peut leur donner ou sur
d'autres, je sais pas, d'autres façons de faire, parce que nous avons la culture d'entreprise, Oui. mais les employés peuvent partager avec nous certaines façons de faire qui vont faciliter la tâche à tout le monde. Parce que dans la position de l'employeur, on a toujours l'impression qu'on sait tout, on sait ce qui est bon pour eux, on sait ce qui est bon pour le développement de la société. Mais c'est ceux qui sont au devant des choses, qui font les tâches au quotidien, qui voient mieux les failles et qui savent qu'est-ce qu'il y a comme remède à ces failles-là. Je voudrais juste, et les experts qui sont là, et qui généralement me donnent les résultats des surveys, des études. Chaque année, nous en faisons, enfin, chaque 2 ans, nous en faisons pour savoir quelle est la satisfaction des employés. En réalité, la rémunération n'est même pas le premier point qui vient comme point de satisfaction, de non-satisfaction. C'est vraiment très loin. Et donc, quand notre groupe l'a fait, moi, j'étais choquée de voir que chez nous, par exemple, la Viva Énergie Burkina, ce n'est pas le premier point d'insatisfaction. Et j'ai demandé aux autres filiales avec qui on travaille, donc on collabore avec les autres directeurs des ressources humaines, qui m'ont dit non, ce n'est pas non plus le premier point qui vient. Le premier point qui venait, tenez-vous bien, c'est le work-life balance, donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ensuite, il y avait cette question du compte de la carrière. Qu'est-ce qu'on leur donne pour l'avenir? Je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on leur donne pour l'avenir? C'est ça qui crée le climat de confiance et qui le renforce. Pour autant que l'employeur fasse des promesses et s'y tienne. Donc, vous faites des promesses sur les capacités de faire évoluer les gens que vous avez recrutés par leur développement, en mettant des plans de développement en place, en mettant des plans de training en place, etc. Et vous les tenez. Vous les tenez. Donc, il n'y a pas que la rémunération. Vous savez, on s'habitue vite à l'argent. Donc, si vous avez un salaire d'1 million, vous dites, si j'ai 5 millions, j'imagine tout ce que je vais faire. Et vous avez 5 millions, et au bout de 2-3 mois, ça ne vous dit plus rien. Donc, il n'y a pas que la rémunération, il y a aussi toutes ces entités qu'on peut mettre en place. Nous avons par exemple souvent des comités, on l'appelle là comité social, d'autres vont l'appeler comment on dit, la mutuelle. Ça peut être une mutuelle où les employés s'expriment, où en groupe ils présentent les doléances des employés, où ils font des propositions qui peuvent faire avancer. Mais nous avons aussi d'autres organes qui sont plutôt, qui relèvent la législation du travail. Donc, les délégués du travail, ça c'est plutôt obligatoire. Mais tout cela, respecter déjà tout ce qui est prévu par la législation du travail, mais ajouter encore d'autres choses qui permettent aux employés de s'exprimer et d'avoir l'impression que leurs avis sont pris en compte. Ça aussi, ça contribue à améliorer l'environnement de travail. Quand nous parlons d'employés, vous savez, les gens sont contents de venir travailler parce que leur famille est en bonne santé, parce que leur famille aussi est heureuse et qu'ils les soutiennent. Donc, tout le travail de bien-être au travail que nous devons faire doit aussi s'étendre à la famille. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour les familles, pour des étrennes de Noël, par exemple? Je ne parle pas de grosses sommes. Quand on parlait, vous disiez tantôt si la société n'a pas les moyens pour... Mais l'employé est très touché lorsqu'on pense à lui, même pour le petit, même quand c'est tout petit. Même si vous donnez un bon d'achat de 5 000 francs, il sera bien heureux de savoir qu'on a pensé à lui parce que c'est Noël. Vous n'avez pas des bureaux assez grands pour avoir une salle de sport, mais on donne des bons, on fait un partenariat avec une salle de sport où ils peuvent aller faire le sport 2 fois dans la semaine. C'est déjà quelque chose qui touche les employés. Donc, il n'y a pas forcément... Enfin, j'ai quitté la première partie de la réponse. Je vais maintenant sur la question des moyens qui ne devraient pas nous limiter. Okay. Les moyens ne devraient pas nous limiter. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, quand vous abordez plusieurs personnes, l'aspect financier n'est pas tout le temps le premier point d'insatisfaction parce que
Les gens veulent beaucoup plus ne pas être contrôlés aujourd'hui. Monsieur Thierry a dit à l'entrée de ce panel que le travail hybride, le travail en ligne, aujourd'hui freine la relation au travail. Alors, Monsieur Thierry, je me retourne vers vous. Comment est-ce qu'il faut gérer ces employés-là qui sont plutôt à l'aise avec le travail en ligne? Et comment est-ce qu'avec ces employés-là, on peut intégrer, on peut prendre en compte plutôt leur santé mentale et le bien-être pour que même en étant en ligne, ils se sentent protégés, ils se sentent mieux à l'aise à travailler sans pour autant que vous, à votre niveau, quand je dis vous, je parle en fait de l'employé, ne soit peut-être pas pris en compte par rapport à ce qu'il veut exactement. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais élargir un peu la perspective parce que le panel a pour thématique la relation au travail et j'aimerais essayer de donner un peu mon avis sur les différentes manières d'aborder et d'entrer en relation avec son travail et qui a trait avec mon travail sur les émotions et sur les différents états d'esprit qu'on peut mettre au travail, qu'on peut mettre à distance ou en présentiel. Donc de toute façon, c'est valable pour les deux. Je ne crois pas que le télétravail ait fondamentalement modifié la nature du travail. Elle a seulement modifié la nature des relations au travail, c'est-à-dire il n'y a plus de contact physique, il n'y a plus de contact visuel, parce que visuel veut dire eye contact, hein, pour parler en anglais un petit peu. C'est-à-dire il y a un vrai contact visuel. Par écran interposé, on ne se regarde pas. Hein. C'est pas un vrai échange de regards. On voit nos yeux, mais on n'échange pas des vrais regards. Et ça, c'est un appauvrissement des relations humaines au travail. Et c'est surtout cette dimension-là que le télétravail agit. Maintenant, ce que j'aimerais peut-être vous proposer, c'est d'envisager 4 rapports au travail qui sont mus par 4 émotions et qui donnent 4 états d'esprit au travail. Le premier, c'est d'avoir un rapport au travail qui est déterminé par la peur et qui est déterminé par un danger ou une menace. C'est-à-dire que je travaille parce que soit je suis menacé de sanctions, de punitions, ou je suis menacé tout simplement. Et ça, c'est ce que j'appelle l'esprit d'esclave. Et malheureusement, on a encore dans nos organisations des gens qui travaillent un peu sous la peur, sous la contrainte, et parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc là, le travail, il est subi, et ça entraîne beaucoup de conséquences en termes de risques psychosociaux et de mal-être au travail, parce que le travail est sous la menace. J'ai pas le choix, je travaille. Ça, c'est un premier mode. Le deuxième mode, et c'est celui qu'on observe le plus dans les entreprises et qui renvoie à la rémunération, c'est ceux qui travaillent dans un esprit mercenaire. C'est-à-dire qu'ils travaillent parce que le travail leur permet de lever les obstacles à tous leurs désirs de satisfaction, de consommation, de prestige social, etc. Et qui voient le travail comme un moyen d'obtenir la richesse, le niveau de revenu qui va leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais le travail en lui-même, ils s'en fichent. Ce n'est qu'une occasion de récompense. Et c'est ça qui les motive. Autrement dit, dans ces deux apports au travail, on a une motivation extrinsèque au travail. Soit la contrainte, soit la récompense. C'est vraiment la carotte et le bâton. Là, la motivation au travail, elle est extrinsèque. C'est pas le travail en lui-même qui me motive, c'est des choses extérieures. Et il y a deux autres, et pour terminer, et après je laisserai la parole, il y a par contre deux autres rapports au travail qui ont une motivation intrinsèque, et c'est sur cela, je crois, que l'on doit accentuer notre effort en termes d'organisation, en termes de management. C'est d'abord ce que j'appelle l'esprit d'artisan, c'est-à-dire celui qui aime la belle ouvrage, qui aime le travail bien fait, qui aime s'accomplir à travers son travail, qui aime son métier, qui a la passion de son métier, qui a la passion des tâches qu'il a à accomplir et qui veut les faire bien. Et ça peut s'insuffler, c'est donner l'esprit d'artisan, l'esprit de qualité, si vous voulez, de beauté au travail. Et ça, c'est un premier mode, et ça passe par l'admiration. Et le dernier, c'est l'esprit de volontaire, c'est-à-dire avoir l'impression de servir à travers son travail, d'être utile aux autres, de pouvoir leur rendre des services, de se faire un don auprès des autres. Et l'esprit volontaire et l'esprit artisan, ce sont deux rapports au travail qui me semblent vertueux et qui permettent de donner le maximum de soi. Alors que, évidemment, quand on a un esprit d'esclave ou un esprit de mercenaire, on va donner juste le minimum. Juste le minimum, soit pour pas être sanctionné, ou juste le minimum pour seulement être récompensé. Mais on voudrait qu'il y ait un peu plus d'engagement au travail, et il faut qu'on ait des artisans et des volontaires au travail. Et ça, c'est le travail, évidemment, d'abord des collaborateurs eux-mêmes de développer ça,
la passion de leur métier et la passion des autres, mais c'est aussi le management et l'organisation qui peut l'insuffler, c'est-à-dire leur donner cette passion du métier, leur passion de l'organisation, et leur donner l'envie de se donner à fond et de servir la société à travers leur travail. Voilà un peu comment je donnerais un cadre pour penser cette question. Merci beaucoup parce que ce sont quatre éléments assez importants. C'est un appel à amener les managers à pouvoir amener, si je peux utiliser encore ce mot, leurs employés à travailler par passion, par amour, à vouloir le travail bien fait et à vouloir travailler pour être utile et servir non seulement l'entreprise, mais la communauté en général. Et faire sortir cette idée où il faut travailler parce que on en a besoin, parce qu'on a besoin de finances pour nourrir la famille, parce qu'on a besoin de se vêtir, etc., etc. Merci beaucoup pour cet apport. Avant de continuer, nous allons prendre une question posée par un internaute. Il demande comment les managers peuvent-ils encourager une culture de confiance et de respect mutuel pour améliorer la qualité des relations de travail. Si le docteur Ouattara est en ligne, il peut répondre à cette question. Comment les managers peuvent-ils encourager une culture de confiance et de respect mutuel pour améliorer la qualité des relations de travail? Docteur Ouattara? D'accord. C'est bon, vous me recevez? Oui, c'est bon. D'accord. Effectivement, j'avais vu sa question et j'avais noté quelques points à partager sur éventuellement sa question. Donc, la première des choses que les managers peuvent faire, c'est vraiment d'encourager une communication ouverte et honnête. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de construction d'une culture de confiance, il y a des mots qui sont assez essentiels, l'honnêteté. D'accord? Donc, il faut pouvoir encourager une communication qui soit très ouverte et puis très honnête. Donc, il va passer vraiment par la création d'un espace de dialogue. Donc, l'espace de dialogue, ça passe un peu par l'exemple que Mme Diarra a donné en mettant en place des systèmes, des boîtes de dialogue qui permettent aux personnes peut-être de pouvoir s'exprimer de façon anonyme et puis de voir qu'après, les problèmes qu'ils ont soulevés de façon anonyme ont pu avoir des traitements qui ont suivi. Donc, ça, c'est super important. Il faut également partager régulièrement les informations, comme je l'ai dit, dans la communication à 360 degrés. Donc, ça, c'est un point également qui est essentiel. L'autre chose également, il faut pratiquer l'écoute active. D'accord? Donc, l'écoute active, c'est de pouvoir prendre véritablement son temps pour écouter les préoccupations des collaborateurs et puis voir que quand on prend la peine de les écouter, de leur laisser aller jusqu'au bout de leur idée, souvent ça nous évite les interprétations qu'on fait vite quand un collaborateur commence à exprimer une idée en fait. D'accord? Donc il faut effectivement développer l'écoute active. Après, l'autre point également qu'il faut voir, c'est vraiment de favoriser l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs, surtout à un certain niveau. D'accord? Quand on a des chefs de service, quand on a des responsables de service, alors qu'on est au top management, il faut pouvoir favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Et puis surtout, il faut montrer l'exemple. Vous voyez, il faut montrer l'exemple. Les valeurs que vous souhaiterez, que vous communiquez, il faudrait que ces valeurs-là, on puisse retrouver ces valeurs-là dans votre manière de faire. Ça, c'est important. Il faut également promouvoir l'équité et la justice. Donc, de la manière, vous réagirez en face envers un collaborateur X par rapport à une situation donnée, il serait intéressant d'avoir la même réaction envers un collaborateur Y, ne pas que les collaborateurs aient l'impression que vous favorisez X par rapport à Y. Donc, la promotion de l'équité et de la justice est importante. Il faut pouvoir également encourager la collaboration et l'esprit d'équipe. D'accord? Il faut encourager l'esprit d'équipe, montrer aux uns aux autres que nul n'est indispensable et qu'on a un système, que c'est le système qu'il faut privilégier, de telle sorte que quand X sort du système, il faudrait que le système continue de fonctionner. Parce qu'on peut partir d'une manière ou d'une autre. Même si je fidélise un collaborateur qui reste dans mon organisation pendant 100 ans. Mais bon, c'est sûr qu'à ces 200 ans, un matin, il va partir. Donc, s'il repart, il faut que le système continue de fonctionner. Donc, il faut véritablement encourager la collaboration et l'esprit d'équipe parce que beaucoup de managers ont ce problème de délégation de tâches là
Et ça, c'est des choses à encourager. Après, il faut pouvoir offrir surtout, et ça, quand je faisais ma certification en intelligence émotionnelle avec ACS 24/7, ça, c'est des choses sur lesquelles on est beaucoup revenu. C'est offrir les feedbacks constructifs et réguliers. Les feedbacks dans les collaborations sont super importants et surtout, les feedbacks constructifs qu'il faut pouvoir donner régulièrement et puis soutenir également le bien-être des collaborateurs, pouvoir soutenir leur bien-être. Donc, tout ça, ajouter à ça, il faut encourager la transparence et la responsabilité. Donc, tout ça, véritablement, va concourir à construire, comme je le dis, un climat de confiance et un management de confiance. Après, si vous permettez, oui, on va aller très vite parce que nous n'avons plus de minutes. D'accord. Après, l'autre chose, comme je voulais dire rapidement, j'ai bien apprécié l'intervention de Thierry et puis surtout l'intervention de Gisèle où elle disait quel que soit vos moyens, un petit geste, ça peut toujours faire la différence. Et donc, ces gestes-là également, il peut également se retrouver dans la communication et dans votre comportement, votre attitude envers les collaborateurs. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit, quand vous prenez, moi, pour avoir la chance de commencer ma carrière en tant que comptable, ensuite responsable administratif et financier, pouvoir me retrouver aux ressources humaines, les entreprises, à un moment donné, sinon dans les démarrages d'activités, font tellement face à plein de défis par rapport à l'exploitation, et je peux vous assurer que les sujets liés, même à donner un bon de cadeau de 10 francs, ne leur passent même pas, ne leur traversent même pas l'esprit, même s'ils ont la volonté en fait. Mais ils n'ont même pas les moyens. Ils se retrouvent à des périodes où où pour faire même face à l'exploitation, mais c'est difficile en fait. Donc une entreprise qui déjà pour faire face à l'exploitation à l'instant T est difficile. Vous voyez que pour cette entreprise, à même donner un bon de 10 francs, ce n'est pas un sujet pour lui, je vais dire, à traiter. Et en ces mots, parce que nous, on est dans un environnement économique qui, à 90%, sont des PME. Les multinationales, c'est moins de 10%, qui, eux, effectivement, en général, quand ils mettent les enquêtes, comme Gisèle l'a dit, ils se rendent compte que beaucoup de sujets qui reviennent, c'est tout sauf la rémunération. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà travaillé sur des politiques de rémunération qui soient assez stables. Ils ont des contrats d'enquête de rémunération qui fait que souvent, ils ont des grilles de salaire qui défient toute la concurrence sur le terrain. Mais dans les PME, ce n'est pas le cas. Moi, je me rappelle récemment, nous, on a fait une enquête globale au niveau de la Côte d'Ivoire que je maîtrise mieux. Mais je peux vous assurer que 67% du résultat était lié à la rémunération. Et donc, les autres facteurs étaient vraiment... Et on avait l'impression d'être choqués, mais c'était les résultats d'un sondage. Vous voyez un peu où, en fait, beaucoup d'emplois... Parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans un environnement économique où le coût de la vie est devenu tellement élevé que le mec, il est chez toi parce qu'il a un salaire et qui arrive à couvrir ses charges. Dès que ces charges-là bougent, toute ta politique que tu as en interne, c'est vrai que c'est bien intéressant, machin et autres, mais le salaire là va rester pour lui un facteur également beaucoup important. Donc souvent, il faut pouvoir bien contextualiser. Voilà pourquoi en tant que manager, quand vous vous retrouvez dans un environnement, votre capacité à pouvoir contextualiser, adapter votre management et vos approches managériales à l'environnement sont des choses qui vont vous permettre de faire la différence. Merci beaucoup, Dr. Ouattara. On va y aller très vite parce que nous n'avons plus de temps. Thierry, je vais vous adresser cette question d'un autre participant qui dit quel type de formation vous pourriez recommander, formation pratique que vous pourriez recommander pour aider les équipes à naviguer dans les nouveaux défis des relations professionnelles. Alors là, vous me posez une question un peu délicate, mon cher Aimé, puisque je dirige un institut de formation sur l'intelligence émotionnelle au service des managers et du leadership, et je propose des formations de soft skills pour tenir compte de la dimension émotionnelle au travail, dans les relations entre les managers et les collaborateurs,
Et évidemment, donc, je ne pourrais d'abord que prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire de vous dire que ce sont des formations à l'intelligence émotionnelle qui seraient utiles. C'est-à-dire prendre en compte cette dimension-là dans le management, parce que, comme le disait Monsieur Ouattara, ce qu'on attend d'un manager pour la confiance, c'est qu'il soit exemplaire, et ça s'apprend. Et j'ajouterais une autre dimension, qui soit bienveillant aussi. Et parce que exemplaire et bienveillant, ça veut dire il peut générer un capital d'admiration et de gratitude sur lequel se fonde la confiance, la loyauté et la motivation des collaborateurs. On n'est jamais autant motivé pour travailler que, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi ce que j'observe et les témoignages que je recueille, quand on admire son manager. Quand on a de la gratitude pour lui, là, on a envie de se donner à fond. Et là, on a confiance en lui, évidemment, parce que si on admire quelqu'un et on a de la gratitude, en général, on a de la confiance, on a du respect, on a de la loyauté. Et donc, et ça s'apprend. Ça peut s'apprendre notamment grâce à l'intelligence émotionnelle. Il suffit pas d'avoir un beau cerveau, il faut avoir du cœur. Et donc, l'intelligence cognitive, c'est une chose, c'est important, évidemment. Il faut des managers qui soient intelligents, mais il faut qu'ils soient intelligents aussi du cœur. Et ça, développer l'empathie, savoir prendre en compte l'impact émotionnel qu'on peut avoir sur ses collaborateurs, ne pas leur créer des expériences d'émotions négatives, ne pas leur faire peur, ne pas leur susciter l'envie entre eux. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et aussi comment cultiver son exemplarité, comment montrer l'exemple. Ça s'apprend. Il y en a qui le savent instinctivement, mais ça peut s'apprendre. Et comment cultiver la bienveillance, comment se montrer protecteur, comme l'a dit aussi M. Ouattara, comment se montrer juste dans ses décisions, ne pas faire des différences de traitement. Voilà, tout ça, évidemment, c'est des choses que la plupart des gens ont en tête, mais ça peut maintenant s'apprendre, ça peut s'optimiser, ça peut s'améliorer, et grâce à des formations en intelligence émotionnelle, j'ose dire celle que je propose notamment, mais j'étais pas là pour faire de la publicité pour moi, donc vous m'avez posé cette question, étonnamment, je suis un peu partie prenante, je suis des deux côtés, puisque je suis observateur, mais je suis aussi acteur, et c'est le genre de choses qui me semble le vecteur le plus important pour améliorer et humaniser les relations au travail. Et ça passe par un climat émotionnel fondé sur des émotions positives. Et ça peut se développer. Si on ne l'a pas naturellement, ça peut se développer. D'accord. Merci beaucoup. Formation, travail émotionnel. C'est vrai que c'est la bienveillance, même, c'est un sujet même qu'on peut débattre encore plus. C'est vrai qu'il n'y a plus assez de temps, mais très souvent, on rencontre des chefs d'entreprise, des dirigeants qui disent quand on est assez trop bienveillant également, nos collaborateurs, nos employés ne nous respectent pas. Comment est-ce qu'on traite ce genre de sujet? Alors justement, c'est très bien que vous me parliez de ça, parce que c'est souvent une objection qui m'est faite dans mes formations et même dans mes accompagnements. Et il faut faire une nuance entre être bienveillant et être bonhomme. C'est-à-dire la bonhomie, c'est un excès de gentillesse, c'est un excès finalement, où on sacrifie un peu l'exigence. C'est-à-dire être bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on sacrifie l'exigence. Ça veut dire qu'on sait être capable d'être patient, de noter les efforts, de noter les progrès, d'être donc indulgent quand il le faut, clément quand il le faut, savoir pardonner, excuser, c'est tout ça la bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'on va sacrifier l'exigence, au contraire, c'est-à-dire qu'on va donner l'occasion à nos collaborateurs de grandir, parce qu'ils auront de la gratitude du fait nécessairement qu'on a été justement, on a été patient, on a été indulgent, on a veillé à essayer de les faire grandir, on a fait preuve justement d'une bienveillance parentale, hein, comme un bon père ou une bonne mère qui éduque ses enfants. Il sait être patient, il sait faire preuve de douceur aussi quand il dit les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on renonce à l'exigence, qu'on renonce à la critique, mais on le fait de manière bienveillante. Et à cela, en général, on peut obtenir une réponse des collaborateurs qui est j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de donner mon meilleur parce que mon manager me manifeste de la bienveillance. Mais ça ne veut pas dire de tomber dans la bonhomie, c'est-à-dire un excès de gentillesse qui, finalement, accepte que les gens rendent le travail en retard, que le travail soit fait approximativement. Et là, ça serait pas professionnel et ça serait de la bonhomie. C'est un excès de gentillesse pour se faire bien voir de ses collaborateurs ou se faire aimer de ses collaborateurs. Mais du coup, vous voyez, dans tous les styles de management, il y a des écueils et puis il y a des excès. Quelqu'un de trop bienveillant peut tomber un peu dans la bonhomie. Ce qu'il faut, c'est pouvoir bien réguler, réajuster au bon moment. Trouver le juste milieu, comme on le dit. Voilà, trouver le juste milieu, et ça s'ajuste au fur et à mesure de la relation et au fur et à mesure de la vie de l'équipe. Donc, au quotidien, je dirais, ça se réajuste. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans l'autre écueil qui est, puisque si on est trop gentil, les gens vont plus travailler, ils vont plus nous respecter, alors on n'est jamais gentil.
on n'est jamais bienveillant. Vous voyez, parce qu'il y en a qui disent, je renonce à la bienveillance parce que de toute façon, je n'ai que des ingrats, je n'ai que des gens, etc. Donc, vous voyez, il faut pas tomber dans l'autre extrême et donc sacrifier la bienveillance parce que on aurait été déçu du fait qu'on a parfois essayé de l'être et qu'on n'a pas été, on n'a pas reçu le bon retour de nos collaborateurs. Ça, c'est à ajuster au fur et à mesure de la vie de l'équipe et de son management. D'accord, merci beaucoup. Donc, trouver le juste milieu pour ne pas non plus tomber dans la trop bienveillance qui est la bonne mise et pouvoir rester sur la droite ligne afin que tout puisse bien se passer. Il y a cette dernière question d'un participant que je vais adresser à Gisèle. L'internaute demande, pensez-vous que les nouvelles générations d'employés redéfinissent les attentes en matière de relations de travail? Si oui, comment? Si Gisèle est avec nous. Pardon, je parlais sans ouvrir mon micro. D'accord. Oui. Je repose la question. Les générations redéfinissent, c'est ça? Pardon? Pensez-vous que les nouvelles générations d'employés redéfinissent les attentes en matière de relations de travail? Si oui, comment? Oui, oui, je pense que Thierry, Zier et moi-même en avons parlé un peu au début parce que, comme nous le disions, enfin, je l'ai dit en tout cas et entendu, nous ne sommes plus dans les relations classiques de travail où tu viens, tu travailles, tu es payé à la fin du mois et moi, mon rôle, c'est de t'embaucher, de faire les déclarations à la caisse, de s'assurer que tu as le niveau, juste le niveau pour... pardon. Tu as juste le niveau pour pouvoir avancer et un jour, tu t'en vas à la retraite. Donc, il y a bien évidemment une redéfinition des relations de travail où cette nouvelle génération voudrait effectivement que nous prenions en compte certaines difficultés de la vie, certaines attentes en dehors du bureau qui viennent aussi entrer dans la relation que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes dans, comme vous parlez, c'est la digitalisation, c'est la possibilité qui est donnée aux gens de, s'ils ont 8 heures par jour à faire, de pouvoir faire 2 heures à la maison et de venir faire le reste au bureau ou de pouvoir travailler à 2 heures, qu'on puisse s'adapter aussi à leurs besoins afin que ces personnes-là puissent tenir compte de certains pans de leur travail ou de certaines aspirations au développement. Ça va fondamentalement changer notre train de vie. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans une dynamique où ils sont au bureau, où ils ne bougent pas du tout. Ils aimeraient être dans un milieu où on tient compte de leurs besoins de faire du sport, de leurs besoins de manger sain, d'avoir une cantine qui tient compte des besoins en matière de nourriture saine, etc., etc. Donc, elle va être fondamentale et aussi d'un cadre où il peut s'exprimer. Donc, comme je le disais, de mettre en place des organes ou un cadre uniquement dédié aux employés où ils peuvent s'exprimer. Donc, effectivement, la nouvelle génération n'est plus celle de nos papas qui venaient et qui suivaient ce que l'employeur décidait. Ils s'attendent à avoir aussi la possibilité de s'exprimer et que leur point de vue soit tenu, qu'on tienne compte de leur point de vue dans la gestion de la société. La croissance d'une société, par exemple, c'est bien pour les employeurs, c'est bien pour les investisseurs, etc. Mais aujourd'hui, les employés, c'est un exemple, qui reçoivent des bonus, ont intérêt à ce que cette société croisse, à ce qu'il y ait d'autres opportunités, parce que ça va les impacter quand on va au moment de partager des bonus, ou même s'il n'y en a pas, ils peuvent être créés. Donc, ils s'attendent à ce que la relation avec l'employeur soit modifiée de sorte à ce qu'ils aient leur mot à dire sur comment on peut aller vers d'autres horizons pour cette société. D'accord. Merci. J'espère que j'ai compris la question.
Oui, oui, je pense que la réponse a été assez claire. Nous sommes quasiment à la fin. Je pense que nous avons même dépassé le temps qui nous a été imparti. Je rappelle aux participants qu'il y aura juste un sondage juste après, avant de clôturer, un sondage pour évaluer tout ce qui a été fait par rapport à ce qu'ils ont eu à écouter lors de ces deux premiers panels de cette journée inaugurale. Donc, nous vous proposons de prendre le temps, quelques minutes, de répondre à ce sondage pour permettre aux organisateurs de réajuster ce qu'il faut réajuster. Alors, je rappelle que nous sommes à l'ouverture de la deuxième édition du sommet QVCT et nous avons eu aujourd'hui deux panels. Et ce deuxième panel qui a pour thème ce deuxième panel qui a pour thème qualité des relations et droit du travail, une approche durable des relations, a été débattu par trois experts, le docteur Ouattara, monsieur Thierry Paulier et madame Gisèle Diarra. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la suite du sommet et nous vous souhaitons très bonnes conditions d'écoute pour la suite du programme. Merci beaucoup, madame Ouattara, plutôt madame Diarra. Merci beaucoup, docteur Ouattara, et merci à vous, monsieur Thierry. Merci, monsieur Lapedo. Merci à tous. Merci. C'était un plaisir. Merci aux autres. Au revoir. Merci.